président de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a dépensé 400 000 $ en factures d'hôtel lors de 2 courtes visites à New York l'année dernière. Le Sunday Times de Londres affirme que Denise Sassou Nguesso de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, a séjourné 2 fois au Waldorf Astoria. Lors d'une visite, son entourage a occupé 44 chambres et a accumulé une facture de 252 000 $, une partie ayant été dépensée en champagne coûteux et autres boissons onéreuses. Plus de 70% des 3 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour, malgré des revenus pétroliers de 2,5 milliards de dollars en 2006. Et l'année dernière, le pays a reçu un important allègement de dette de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, car il a déclaré être trop pauvre pour honorer ses engagements financiers. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Les yeux dans les yeux. C'est une émission aujourd'hui où nous allons regarder tous ensemble la dualité paradoxale sur les refus de visa américains aux Congolais de Brazzaville. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous allons éclairer ce paradoxe par 2 perspectives antagonistes. J'aime l'affirmer, le présentateur est un passeur, pas une encyclopédie. Donc on ne peut que transmettre ce que l'on a digéré, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre émission par rapport à un petit briefing concernant l'enterrement de ma mère. Et ce que j'ai pu noter durant cet enterrement, et ce qui se passe en République du Congo, mesdames et messieurs. Au Congo, la mortalité iatrogène reflète l'état déliquescent des hôpitaux et des pompes funèbres, d'ailleurs. Donc, ma profonde tristesse face à la situation des enterrements au Congo, c'est un cri de cœur et légitime. Donc, je propose une analyse des problèmes de pompes funèbres parce que le samedi dernier, le 7 juin, à Brazzaville, le 7 juin 2025 à Brazzaville, 85 corps ont été enterrés. Il y avait 85 corps à enterrer. Donc, le Congo est devenu un mouroir. L'État congolais enterre les Congolais, mais à mon avis, laissez les pompes funèbres au secteur privé. Vous ne voyez pas la mauvaise connotation que ce soit l'État qui enterre les Congolais? Je suis allé en Afrique du Sud, à Pretoria, au Malawi, au Zimbabwe, en Tanzanie, à Kasumbalesa, toute l'Afrique australe, c'est le secteur privé chez les anglophones qui s'occupent des pompes funèbres. Donc, il y a le monopole étatique et les coûts exorbitants, d'après l'analyse que j'ai faite durant l'enterrement de ma mère. Donc, je crois que j'ai raison de pointer le paradoxe. Si l'État impose des règles strictes aux pompes funèbres privées ou maintient un monopole direct ou indirect via des régulations étouffantes, cela limite la concurrence, le manque d'opinion abordable conduit effectivement à des prix très élevés, comme les 2 000 $ ou plusieurs millions de francs CFA mentionnés pour enterrer un membre de votre famille, de la famille. Mais tout simplement, mon frère, il n'y a pas à voiler la face. C'est la politique de notre pays. Nous n'exportons pas le bois. Nous n'importons pas plutôt. On n'importe pas le bois. Le bois, c'est la fabrication locale. C'est quand même anormal que les cercueils coûtent extrêmement cher. Et la terre qui appartient aux Congolais,
coûte encore extrêmement cher. Mais ça se passe devant, au vu aussi de tout le monde. Notre gouvernement est là, il ne réagit pas parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ces taxes. MoneyGram, j'arrive là-bas, on a augmenté les tarifs de transfert. On me dit parce que les taxes, on a augmenté. Est-ce que vous avez souci des Congolais pendant qu'on parle de la crise? Ailleurs, on augmente encore les denrées. Bien, mon frère. Mais il faut comprendre tout simplement que le gouvernement là ne travaille pas pour les Congolais. C'est tout. Parce que s'ils étaient conscients que le bois, c'est le bois congolais, la terre elle est congolaise, nous n'importons pas la terre pour enterrer nos frères. C'est la terre qui est du Congo. Mais on fait des prix très exorbitants et que le gouvernement ne réagit jamais. Il faudra que le gouvernement s'implique. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais le plus malheureux ne peut pas enterrer un cadavre. Donc, et ces montants sont inaccessibles pour la majorité de la population. Voilà un peu ce que, en bref, nous allons informer notre cher téléspectateur de notre émission Les yeux dans les yeux. Il y a la défaillance de l'État. Parce que aujourd'hui, je vais souligner justement la double défaillance du côté sanitaire et du côté funéraire. Donc, le système de santé est déficient. Et il contribue peut-être aussi à la mortalité au Congo-Brazzaville. Je suis sûr et certain que le système de santé contribue à la mortalité au Congo. Je m'appelle Bukaka Fortuné Henri, j'ai 17 ans. Ça fait 2 ans que je suis en situation de rue. Comme je suis malade, je ne peux pas aller à l'hôpital. On me demande de l'argent. Mais il y a une équipe mobile qui nous prend soin, qui nous emmène à l'hôpital. Des fois, comme on n'a pas de l'argent, on demande à des gens quand on est malade, on nous chasse, on nous accuse qu'on est des voleurs, on nous suit. Chaque enfant a le droit d'être soigné. C'est pas facile pour vivre dans la rue, on ne sait pas quoi faire. On veut bien que les gens puissent nous aider, car on n'a pas de parents, on n'a pas d'amis, on veut juste rester. Et le système funéraire. Donc, l'État ne remplit pas son rôle supposé d'assurer des sépultures dignes et accessibles pour tous ses citoyens, surtout les plus pauvres. Donc, au lieu de faciliter les choses, le système actuel aggrave le fardeau des familles en deuil. Voilà. C'est de ça, mesdames et messieurs, que nous parlions aujourd'hui. Donc, il y a cette question de la dignité. Parce que le cœur de mon message, c'est le droit à la sépulture digne et fondamentale. Parce que les retards forcés de 2 semaines pour enterrer un mort, les coûts prohibitifs et la bureaucratie privent les familles de la possibilité d'honorer leurs défunts selon leurs traditions et leurs moyens, ce qui est une atteinte profonde à la dignité humaine et familiale, mesdames et messieurs. Et il faut revoir également la perception du profit sur la mort. Au Congo, quand une personne meurt, il y a automatiquement un profit sur le mort. Donc, l'idée que l'État ait des intérêts liés aux morts pourrait tirer profit de cette situation aussi via des sociétés parapubliques, des taxes, des licences chères ou de la corruption. C'est là où la corruption, la concussion naît, mesdames et messieurs. Et malheureusement, une hypothèse crédible dans de nombreux contextes où la régulation est opaque. Donc, cela renforce le sentiment de mépris et d'exploitation. Donc, il faut, dans nos analyses, que nous nous posions toujours des questions. Pourquoi l'État maintient ce système? Je pense que plusieurs raisons aujourd'hui l'affirment. Parce que c'est terrible. Il faut quand même que l'État congolais, avec
pouvoir. Mais réguler les pompes funèbres est vu comme une question d'ordre public et sanitaire. La gestion des corps, des cimetières. C'est vrai qu'il y a des intérêts économiques, mais le secteur peut être une source de revenus en payant les taxes et les licences. Mais aujourd'hui, les profits des pompes funèbres vont directement aux privilégiés proches du pouvoir. Qui ne le sait pas au Congo? Et il y a la corruption, la bureaucratie et les monopoles créent des opportunités de corruption à chaque étape. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Pour payer, il faut payer ceci, il faut payer ceci, il faut payer ceci, mais on ne sait même pas là où cet argent-là aussi va. Il n'y a aucun suivi, il n'y a pas de monitoring au Congo, c'est le désordre total et chacun fait ce qu'il veut. Un État voyou. Pour conclure mon propos concernant les pompes funèbres, mesdames et messieurs, je décris une situation tragique où un État déjà défaillant dans sa mission de base, qui est la santé, ajoute à la souffrance de son peuple en rendant l'étape ultime de la vie, la mort et l'enterrement, source d'angoisse financière et de perte de dignité. Le système actuel, caractérisé par des coûts prohibitifs, des délais inhumains et un manque d'alternatives privées accessibles et perçues comme une forme d'exploitation à la détresse, mesdames et messieurs. C'est trop. C'est trop avec ce pays. Donc, je pense que la demande de changement que j'exprime est cruciale parce qu'il faut permettre aux Congolais d'enterrer dignement et paisiblement leurs proches, selon leurs moyens, sans être écrasés par des coûts artificiellement élevés, maintenant par un système défaillant et souvent perçu comme corrompu.
tous les systèmes au Congo sont perçus comme corrompus. Et cette situation appelle à une réforme profonde du secteur funéraire pour le rendre plus accessible, transparent et respectueux de la dignité des familles en deuil. Donc, l'ouverture contrôlée au secteur privé pour des services abordables combinés à un véritable service public d'aide aux plus démunis semble être une nécessité urgente. C'est tellement élevé. Premièrement, le casier de la mort coûte cher, surtout la mort de CHU. Et également, le cercueil, il est cher, il y a plein de démarcheurs. Et également, quand on va au tombeau, puisqu'il faut payer, c'est tellement cher. Donc si, et seulement si, on pouvait baisser les coûts, déjà, premièrement, le Congo, en ce qui concerne le bois, et également le compte plaqué du cercueil, c'est ici au Congo sur place, ce n'est pas importé. Donc on doit baisser ces coûts également, parce que c'est trop élevé. Prenons les cas d'une personne qui est hospitalisée au CHU, qui passe au moins 1 mois, mais les médecins savent réellement qu'il devait décéder. Et la famille paye plus de 1 million en ce qui concerne des ordonnances qui viennent à titre répétitif, à chaque instant. Et ces derniers vont déposer un corps à la morgue du CHU, un casier qui coûte tellement cher. Et nous savons aujourd'hui, les corps font au moins 1 semaine, la majorité des familles, parce que l'argent est difficile d'en trouver. Et d'autres coûtent, attends, c'est trop cher. Donc, si on pouvait réduire le coût du casier de la morgue du CHU, également le cercueil pourrait revenir à un prix bas, et la tombe, ça fera une bonne affaire pour tous les Congolais. Comme je le souligne ici dans ce message, dans l'émission Les yeux dans les yeux aujourd'hui, je vous ai parlé de la dualité paradoxale sur le refus de visa américain aux Congolais de Brazzaville. Nous allons aller sur les faits sans rien inventer et nous remontons les informations que la presse américaine, que la presse française, que la presse internationale relaie également. Ce sont les mêmes informations que nous relayons, mais nous les traitons d'une autre manière, mais ce sont les mêmes informations. C'est aussi une forme d'intelligence. Donc, aujourd'hui, avec le système politique de Collinet Makosso, qui analyse une trahison ou un calcul. Parce que Makosso, Premier ministre de Sassou, a promis des réformes en 2024 pour apaiser les Américains. Donc, la réalité est que son gouvernement a intensifié la répression, le kidnapping à Brazzaville en mai 2024. Nous avons vu le cas de Lassim Bouiti, comment il a été séquestré, humilié. C'est un cas où aujourd'hui, la communauté internationale n'a dit un mot sur cette situation et la communauté internationale continue à assister Denis Sassou Nguesso, un assassin, le Bukuyongo, qui veut sacrifier tout un peuple pour demeurer au pouvoir. Mais il y a une trahison parce qu'aujourd'hui, ils ont convaincu Lassim Bouiti de rentrer au pays en promettant un dialogue avant de l'arrêter. Donc, Makosso a vendu du rêve à Sassou, mais Trump n'achète pas les mensonges. Nous allons décortiquer dans cette émission les 7 signes de la fin du régime. Et ce sont des indicateurs documentés, mesdames et messieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a la défection des alliés historiques. La France a gelé 8 comptes bancaires du clan Sassou en juin 2024. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics.
Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julian Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. L'Église catholique congolaise a appelé à la transition sans Denis Sassou Nguesso. Et il faut noter, mesdames et messieurs, qu'il y a une guerre clanique parce que le Bukuyongo est en train de préparer sa succession. Succession, conservation du pouvoir. Il nous faut des sanctions en cascade. Les États-Unis ne devraient pas pénaliser tous les Congolais. Les États-Unis devraient pénaliser Denis Sassou Nguesso, Antoinette Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Wamba Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, Teddy Sassou Nguesso, tous les Sassou Nguesso devaient être interdits de mettre pied aux États-Unis. Pas les Congolais lambda. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Nous avons des Congolais aujourd'hui qui devaient atteindre des conférences importantes aux États-Unis, mais pour un seul homme aujourd'hui qui sont privés, qui ne peuvent plus aller au rendez-vous de l'intelligence, au rendez-vous de l'épanouissement. Mais nous sommes au 21e siècle, M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le Congolais est devenu la risée. On apprend que le Congolais est traqué aux États-Unis comme un terroriste à cause d'un seul homme. Monsieur Donald Trump, vous devez revoir vos copies. Mais les Congolais ne sont pas des terroristes. Le terroriste, c'est Denis Sassou Nguesso. Depuis que le peuple congolais est en train de chialer, de pleurer, le peuple est à l'agonie à cause de Denis Sassou Nguesso. Mais la communauté internationale maintient Denis Sassou Nguesso pendant des décennies au pouvoir. Pendant que l'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, bon nombre de ménages à Brazzaville la passent sans eau. Des robinets sont à sec, l'eau ne coule pas. Même démontré depuis hier, il n'y a pas de l'eau ne coule pas, donc ça fait même 3 jours que l'eau ne coule pas. Des familles entières sont privées de cette ressource vitale. Nous sommes à Mongali, en plein cœur de la ville capitale. Pour s'approvisionner en eau, des populations sont soumises à des longues corvées, soit attendre à des heures dites de pointe pour voir l'eau couler de leur robinet. Cette triste réalité est même vécue au plateau des 15 ans, où les familles, pour s'approvisionner en eau, se dirigent vers des forages. Car même l'eau qui coule à des rares moments des robinets n'est pas aussi de bonne qualité. Ça fait 26 ans que je suis au plateau.
l'eau vraiment dans les difficultés. Malgré les installations que les Chinois viennent de nous fournir là, l'eau ne coule pas. C'est pour cela que nous déplorons ça. Donc l'argent devient difficile. Donc quand vous achetez 10 litres d'eau, 20 litres, peut-être pour toute la semaine, il faut acheter au moins 30 litres pour boire, parce que l'eau de pompe, vraiment, c'est bon. La pénurie chronique d'eau est le quotidien des Brazzavillois, surtout pour ceux qui vivent dans des quartiers périphériques. Quitte à la Congolaise des eaux de mettre en place un système hydraulique fiable pour combler les attentes des consommateurs à l'heure où l'humanité place l'eau au cœur des enjeux du développement. Pour leurs propres intérêts, je parle de la France. Aujourd'hui, il y a un effondrement économique, une inflation à 32% au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale. La SNPC ne paie plus les salaires depuis le mois de février. Mais il faut une mobilisation populaire où nous tous nous allons dire « Sassou, dégage !» Mais à un certain moment, on se dit « Mais où va le Congo ?» Il faut proposer des solutions. Il faut mettre en place une feuille de route qui va nous emmener à protéger le peuple, créer des comités de vigilance pour documenter les enlèvements et les tortures, ensuite établir un corridor humanitaire avec, par exemple, le Cameroun, pour les blessés, parce qu'avec Denis Sassou Nguesso, il faut se préparer. Donc, mesdames et messieurs, chers Congolais, il faut asphyxier le régime de Denis Sassou Nguesso, appeler au boycott total des entreprises liées au Sassou Nguesso, Total Énergie et Ni Congo inclus. Donc, il faut une justice immédiate. La saisine de la CPI pour les charniers de Djiri, ceux qui vont tuer, ceux qui vont torturer, il faut qu'il y ait une saisine de la CPI. Ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, aller aux élections avec le Bukuyongo, Sassou Nguesso, c'est signer un pacte suicidaire. Et nous, au Congrès pour la Renaissance du Congo, nous refusons cette mascarade. Le CRC refuse d'aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. L'heure du peuple a sonné. Trump a frappé Brazzaville car il sait que Sassou est à genoux. Les condamnations de ses filles, la trahison de Makosso sont les signes d'un système en décomposition avancée. Mais attention, les États-Unis défendent leurs intérêts, pas notre révolution. La vraie victoire viendra des Congolais par le refus de la peur. Et les Congolais doivent commencer à documenter chaque crime. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées.
au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien et Bata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et commencer à percevoir, quoi qu'il en soit, ce qui nous divise est plus cher. Ce qui nous unit, excusez-moi, est plus cher que ce qui nous divise. Donc, l'unité sacrée du nord au sud, de l'est à l'ouest, les chrétiens et les musulmans, pour chasser enfin Denis Sassou Nguesso, pour la mémoire des martyrs, de Marien Ngouabi à Bruno Osebi. Le fleuve Congo a emporté Mobutu, mais il emportera cette fois-ci Sassou Nguesso, et le peuple écrira l'histoire. Mesdames et messieurs, trop c'est trop. Trop, c'est trop. La Simbwiti, aujourd'hui, pour revenir à son cas, symbole de la jeunesse trahie par Makosso, Claudia Sassou, à Paris, dans le 16e arrondissement, elle a des villas, comme preuve tangible du pillage, mais à un certain moment, il faut que la communauté internationale ouvre les yeux sur les pillages de Denis Sassou Nguesso. Donc, je vous offre cette analyse pour vous ouvrir une grille de lecture implacable et mobilisatrice qui pourra transformer la sanction américaine en levier pour la chute du régime. Parce que aujourd'hui, l'empire du scandale, il y a des preuves accablantes. Nous l'avons dit. Les condamnations internationales de Claudia et Christelle Sassou Nguesso, condamnées par la justice américaine en 2023 pour blanchiment d'argent et corruption active. Je ne vais pas donner les montants, parce que les gens aujourd'hui, ils profitent des montants pour dire qu'on a diffamé. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de millions de dollars détournés via des sociétés écrans aux îles Caïmans. Nous avons l'affaire Trump Tower. Ce n'est pas M. Libili qui est allé acheter une maison à Trump Tower. C'est Claudia Sassou. Et vous en avez les preuves, je n'invente rien. Nathalie Boumba, la deuxième belle-fille de Denis Sassou Nguesso, Christelle, qui prend notre argent, qui va se marier à Dubaï à coups de milliards, au moment où les Congolais sont en train de moisir dans l'agonie, dans la misère. Monsieur Christelle prend les milliards du contribuable, va épouser sa zaïroise Nathalie Mbumba, contrainte d'abandonner un appartement de 3,5 millions de dollars après une enquête du FBI sur l'origine des fonds. C'était le pétrole congolais. Mesdames et messieurs. Donc ces gens-là, ils sont là dans la kleptocratie, une kleptocratie institutionnalisée. La folie des grandeurs. 27 propriétés à Paris, Dubaï et Genève, financées par la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Le détournement organisé de 22% du PIB annuel disparaît dans les réseaux Sassou, source de la Banque mondiale en 2024. Donc un régime sanguinaire au bout du gouffre. Le terrorisme d'État. 187 disparitions forcées documentées par Amnesty de 2020 à 2024. Le centre de torture de Djiri déguisé en camp militaire. Mais regardez les écoulements sociaux.
70% de chômage des jeunes, malgré 1,8 milliard de barils de pétrole par an. Les hôpitaux sans médicaments, les écoles sans toit. Mais Nzambe, tosali nini, Sassou Nguesso, tosali yo nini, papa. Papa, tosali yo nini. Donc, moi je pense que il faut démanteler ce système. Parce que il faut saisir une justice transitionnelle, saisine immédiate de la CPI pour crime contre l'humanité. Et il faut geler les avoirs du clan Sassou en adoptant le modèle Magnitsky. Il y a ce côté rupture institutionnelle ou la dissolution de la garde présidentielle qui est la source des violences. Il faut dissoudre la garde présidentielle, que ça soit constitué en ethnie Mboshi. Je le dis, oui. La garde républicaine présidentielle, il n'y a que des Mboshi pour soutenir le clan. Il faut la dissolution de la garde présidentielle et le gouvernement, créer un gouvernement d'union nationale sous la supervision de l'Union africaine. Ensuite, passer à la phase de reconstruction. Nous ne cesserons jamais de le dire. Audit pétrolier, renégociation des contrats avec Total et Eni, au lieu de parler des 14 000 milliards qu'ils ont volés, qu'ils ont dilapidés, des voleurs, jusqu'alors, ils n'arrivent pas à rendre compte au peuple congolais. C'est pour les générations futures. Vous voulez qu'on donne ça à cette dame? Mais où est l'argent, Denis Sassou Nguesso? Nous allons créer un fonds souverain avec 50% des revenus pétroliers alloués à l'éducation gratuite, des hôpitaux de référence et la décentralisation radicale pour donner le pouvoir aux 12 départements de la République du Congo. Et la phase numéro 3, c'est le contrat social. Une assemblée constituante et cette interdiction constitutionnelle, mandat présidentiel cumulé, 10 ans, ça suffit. Mais on ne peut pas rester au pouvoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Même dans sa mémoire, on ne saura plus quoi faire. On ne va plus rien gérer. On va parler d'usure. Le pouvoir est usé. Donc, moi, je pense que le peuple congolais ne souffre pas de pauvreté. Le peuple congolais souffre d'un vol organisé. Donc, l'interdiction des visas américains, pour revenir sur l'histoire de Donald Trump, est un symbole. C'est un symbole. Le monde ferme ses portes à une nation otage d'une mafia familiale. Mais regardez le Rwanda, post-génocide, le Botswana, démocratique. La renaissance est possible au Congo. Voilà pourquoi, dans les yeux aujourd'hui, nous lançons cet appel aux jeunes. Boycott massif des pseudo-élections. À l'armée, rendez-vous du côté du peuple. Rendez-vous du côté du peuple. À la communauté internationale, il faut cibler des sanctions. Sanctions ciblées, mais soutien aux écoles et aux hôpitaux. Parce que Sassou a cru voler l'avenir. Mais comme le fleuve Congo, la soif de liberté est indestructible, mais cette fois-ci, le peuple dira assez. Assez avec Denis Sassou Nguesso. Assez avec Denis Sassou Nguesso. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis frappent les Congolais? Pourquoi l'administration Trump a-t-elle interdit les visas aux Congolais de Brazzaville, tout en épargnant leurs voisins, la RDC? Donc, à mon avis, à mon humble analyse, c'est une décision qui frappe des innocents et qui érige des murs invisibles et révèle des calculs géopolitiques troublants. Essayons de regarder la question sans détour.
développement. Pourquoi le Congo-Brazzaville? Nous devons nous poser des questions. Les véritables raisons. Nous avons une cible low risk, politiquement. Donc, Donald Trump étant un businessman intelligent, je l'avais dit dans les précédentes émissions, que Donald Trump n'a rien à foutre avec le Congo, n'a rien à gagner avec le Congo. Parce que il faut faire une analyse sur la cible symbolique. Le Congo-Brazzaville, 5 à 6 millions d'habitants, pèse moins que la RDC, 100 millions d'habitants, ou des géants de la Chine, ou des géants comme la Chine. Non. Donc, une sanction sans conséquences économiques majeures pour les États-Unis. Ils s'en foutent. Donc, le Congo-Brazzaville, il y a une absence de lobby influent aux États-Unis, à Washington. Contrairement à la RDC, riche en colbate, convoitée par les industriels américains. Brazzaville, mesdames et messieurs, n'a pas de soutien à Washington. Et ce sont des griefs diplomatiques ciblés. Ciblés. Aujourd'hui, le rapprochement avec Moscou, Denis Sassou Nguesso est perçu comme proche du Kremlin. Un point sensible pour Trump qui sanctionne tout lien avec la Russie. Donc, il faut faire cette réminiscence des souvenirs vagues. Parce qu'il y a ces critères, il y a des critères opaques et commodes. Donc, aujourd'hui, il faut nécessairement que les États-Unis se rapprochent. Le seul moyen que les États-Unis pouvaient aider Brazzaville, c'était de reprocher à Brazzaville des passeports peu sécurisés pour la RDC. Peu sécurisés. Donc, pourtant, excusez-moi, la RDC, où la corruption est documentée, n'est pas sanctionnée. Immigration irrégulière, 12% des ressortissants congolais de Brazzaville resteraient après leur visa, parce que Sassou ne promet rien aux Congolais. Il va revenir au Congo faire quoi? Tout le monde peut le comprendre. Mais Haïti, 20%, ou le Venezuela, 15%, ne sont pas ciblés. Mais le Congo-Brazzaville, un peuple humble, calme, doux, intelligent, respectueux, un peuple bantou, que Sassou aujourd'hui a désacralisé, que Sassou aujourd'hui a foutu la honte. Il faut, mesdames et messieurs, repenser au syndrome du double standard. Parce que la RDC, voilà pourquoi j'avais parlé de perspectives antagonistes. C'est là le paradoxe. Le syndrome du double standard. La RDC, épargnée par intérêt, Kinshasa fournit 70% du colbate mondial, vital pour Tesla et Apple. Donc, une sanction qui perturberait les chaînes d'approvisionnement, c'est ce que Donald Trump a su conserver. Donc, la Chine en ligne de mire, aujourd'hui, Trump préfère affronter Pékin via ou encore à travers des tarifs douaniers que risquer de perdre des minerais stratégiques en sanctionnant la RDC. Donc, pour moi, personnellement, ce sont des alternatives crédibles, mais ignorées. Ignorées. Parce que la sécurité, oui, mais l'arbitraire, non. Voici ce que Trump aurait pu faire. Des partenariats techniques. Aider Brazzaville à sécuriser ses passeports, comme avec le Kenya en 2018. Au lieu d'une interdiction brutale de refus de visa aux Congolais de Brazzaville, mais ce sont des visas ciblés. Il fallait quand même que l'administration Trump revise même des visas ciblés, restreindre les visas touristiques, mais protéger les étudiants, les entrepreneurs, comme on l'a fait aussi en Iran. On ne peut pas pénaliser
toute une population pour un clan, pour un seul homme. Le Congolais n'est pas terroriste. Je refuse ça. Les Congolais ne sont pas des terroristes. Les Congolais sont des gens honnêtes, sérieux. Un petit pays de 5 à 6 millions d'habitants. Nous avons un président de la République qui est décidé à détruire tout un pays, tout un peuple, par son égocentrisme, parce qu'il veut demeurer au pouvoir toute la vie. Donc, la mesure contre le Congo-Brazzaville n'est ni logique, ni efficace. Elle est politique. Donc, un coup de communication pour les électeurs du MAGA 2.0 qui sacrifie des innocents sur l'autel du populisme. Mais quant à la RDC, mesdames et messieurs, son immunité prouve que pour Trump, les principes s'arrêtent où commencent les dollars. En fermant la porte à Brazzaville, les États-Unis ferment aussi les yeux sur leur propre hypocrisie. Et cela, l'histoire le jugera. L'histoire le jugera. L'histoire le jugera. Donc, il y a cette question aujourd'hui de dignité. Aujourd'hui, les Congolais ont perdu toute leur dignité. Les Congolais ont perdu toute leur dignité avec Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, peuple congolais, réveillons-nous. Vous avez vu le doyen Clément Mierassa demander pardon à ce peuple. Un pardon sincère que les Congolais devaient soutenir. Mais jusqu'à quand Denis Sassou Nguesso va continuer à piétiner les Congolais? Regardez le cas de Nassim Witi. Aujourd'hui abandonné à lui-même. Aucune communication de nos gouvernants. Mais on est où? On va où? Nous sommes dans quel pays? Mesdames et messieurs, en tout cas, aujourd'hui, cette dualité paradoxale sur le refus des visas américains aux Congolais de Brazzaville est un choc pour tous les Congolais. Et je peux dire que je continue mon deuil, bien que je vienne d'enterrer ma mère. Mais il y a encore un deuxième deuil. On ne peut plus aller aux États-Unis. J'ai mon frère qui devait arriver aux États-Unis. Un ami. Mais il ne peut plus parce que Trump a dit pas de Congolais de Brazzaville. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre attention dans cette émission Les yeux dans les yeux. Et nous allons chuter par là aujourd'hui. Et nous disons merci beaucoup, Ingeta, que Dieu vous bénisse, Eric Libilinga Mokuba, merci.